Bonjour et bienvenue sur le podcast des jeunes Africains inspirants. Les jeunes Africains inspirants, c'est la conviction qu'au sein de notre jeunesse africaine, nous avons de quoi nous enrichir pour avancer vers le succès tel qu'il nous correspond. Je vais à la recherche et je discute avec des jeunes en mouvement. Par leur parcours, ils m'inspirent. Il nous faut réussir et ce n'est pas le jour de chasse qu'on dresse son chien. Je suis Efoué Rodrigue Wallace, docteur ingénieur en mécanique et artiste le soir. Je reçois dans ce podcast d'autres jeunes, comme moi, pour discuter de leur parcours, de leurs choix, de leurs échecs, de leurs réussites, de leur mindset, d'argent, de foi, de hobby et j'en passe. Si tu aimes notre approche, je t'invite à t'abonner et à partager avec les gens que tu aimes. Si tu détestes, je t'invite également à t'abonner pour avoir des arguments pour détester et je t'invite à partager ce podcast à des gens que tu détestes. Dans cet épisode, je reçois un homme intègre, un jeune burkinabé de la diaspora, ingénieur mécanicien et futur riche. Il aspire donc au succès, comme vous l'avez compris, et y travaille. Nous discutons de son parcours, du Burkina Faso jusqu'en France, en passant par le Sénégal. Il nous partage comment il a fait ses choix d'études. Il nous expose sa vision du développement personnel. On parle entre autres d'urbanisation, d'immobilier, d'aviation, d'arts martiaux. Sa philosophie, on avance, on sécurise. Vous comprendrez dans quelques instants. Installez-vous et accueillons Monsieur Thierry. Bonjour Thierry. Salut Rodrigue. Comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Ça va. Toujours tranquille, c'est Dieu qui est fort. Toujours. Est-ce que tu peux te présenter Thierry en quelques lignes? Alors, Thierry, j'ai 24 ans et je suis ingénieur mécanicien. D'où est-ce que tu viens Thierry? Je suis originaire du Burkina Faso et actuellement je suis résident à Clermont-Ferrand. Ok. Alors, on va essayer de retracer un peu ton parcours. Moi je te connais un peu plus. Je sais que tu es passé par le Sénégal. C'est ça, oui. Et puis ensuite tu es arrivé en France. À quel âge tu as quitté le Burkina pour la première fois? Alors, c'était en 2017. Donc, c'était à l'issue de mon baccalauréat, donc un baccalauréat scientifique. Donc, j'avais 18 ans. Et j'ai quitté le Burkina, j'ai quitté ma famille pour me retrouver au Sénégal dans le cadre d'études supérieures. Ok. Et à ce moment-là, quel est le décalage que tu observes entre le Burkina et le Sénégal, s'il y en a, si tu observes un décalage à ce moment-là? Forcément, il y aura un décalage, notamment déjà personnellement, en ce sens que t'as pas forcément les gens qui t'entourent. Et ensuite, c'est par le développement. Donc, c'est un pays beaucoup plus émergent que le Burkina Faso. Donc, en termes d'infrastructure, ils sont quand même de l'avance. Ça, c'est l'une des choses qui frappe le plus lorsqu'on arrive sur cette terre en venant du Burkina Faso. Donc là, forcément, ça entraîne beaucoup de questionnements. C'est comment ça se fait que, voilà, on a eu la décolonisation quasiment à la même période et finalement, d'autres ont beaucoup plus d'avance que nous, par exemple, le Burkina Faso. Donc ça frappe. Et le deuxième point marquant, c'est le fait qu'ils sont très proches de la culture. Au Sénégal, la langue couramment parlée, c'est le Wolof. Les musiques écoutées partout, c'est vraiment des musiques d'origine de chez eux. Donc il y a moins ce brassage culturel avec l'Occident. Ça m'intéresse ce point ils sont très proches de leur culture. Tu penses que nous, par exemple, que toi au Burkina, vous êtes moins proches, vous êtes plus occidentalisés que les Sénégalais? Ouais, c'est un fait d'ailleurs. Je pense qu'on s'est beaucoup laissé influencer par tout ce qui est médias, tout ce qui est séries télévisées. Donc on a tendance à beaucoup copier ce qui vient d'ailleurs parce qu'on se dit que c'est forcément meilleur. Alors ça a commencé après Thomas Sankara, il me semble, parce que Sankara c'était beaucoup plus consommant burkinabé.
Ok. Donc, on travaillait de sorte à produire local, à consommer local, et on essayait d'intégrer, enfin, d'inculquer aux gens ce civisme, ce patriotisme-là. Et après, c'était un peu plus flexible à mon goût. Donc, les gens se sont beaucoup plus tournés vers ce qui semblait un peu être la référence, donc un peu l'occidental entre griffes. Et donc, ça a entraîné une sorte de brassage, pas forcément très bon, mais ça a aussi ses avantages et ses inconvénients derrière. Mais si on reprend le cas du Sénégal, moi j'étais à Dakar il n'y a pas très longtemps. Et j'ai plus eu l'impression qu'ils étaient plus proches de l'Occident en termes d'infrastructure, en termes de mode de vie, que un pays comme le Togo d'où je viens. Mais bon, je connais pas trop le Burkina, j'ai pas encore été, mais j'irai bientôt forcément parce que j'ai des attaches très particulières là-bas. Mais voilà, mais donc moi comment tu expliques, comment toi tu expliquerais, si tu as une explication, ce décalage en fait entre les modes de vie très occidentaux de certaines couches sociales. En termes d'infrastructure aussi, ils ont des immeubles, ils ont des autoroutes. Et puis, dans le peuple, les gens, ils sont très culture Wolof, on mange du thé partout, Ouais, tu manges ouais. galard, des Ouais, trucs. le Bon, voilà, Mbalak, ouais. les dibi. Comment toi tu pourrais expliquer, est-ce que tu as une explication de pourquoi il y a ce décalage en fait dans un pays qui semble se développer et puis de l'autre côté, des gens qui restent très accrochés à leur culture, mais pas tous. Il y a une partie qui est pas du tout accrochée et puis l'autre partie qui est plus en train de vivre en mode occidental. Pour moi, c'est pas forcément un lien avec l'occidental. Pour moi, c'est beaucoup plus la démographie qui entraîne tout cela. C'est-à-dire, à partir du moment où la taille de la Terre est réduite, elle n'est pas extensible à l'infini. Donc, on a des portions des terres et il faut pouvoir exploiter avec la population qui s'accroît au fur et à mesure que le temps avance. On finit par construire des immeubles pour pouvoir justement contenir tout ce monde-là. Et du coup, les routes sont engorgées. Donc il faut les désengorger, donc il faut construire des autoroutes, Moi je pense que c'est pas forcément lié au fait qu'ils copient l'occidental. Je pense que c'est aussi lié à leur réalité. Donc ils se disent, bon, ok, on a beaucoup d'embouteillages, comment est-ce qu'on fait, quelle solution on peut trouver? Ben, il y a une solution qui existe déjà, mais c'est les autoroutes, peut-être que c'est pas né en Afrique, mais c'est peut-être venu d'Occident, mais ça répond à un problème présent. Donc on adopte, mais c'est pas forcément l'esprit ou la mentalité européenne qui tente d'adopter. La preuve, c'est que sur le plan culturel, ils sont vraiment restés ancrés dans leur culture. C'est plutôt la lecture que j'ai de cela. Ouais. C'est une très bonne analyse. Vous avez dit, les gars, que Thierry, il était smart guy. C'est une très bonne lecture. Et je sais que, du coup, ces sujets peuvent t'intéresser parce que tu as des intérêts au niveau de l'immobilier. Oui. C'est des sujets qui t'intéressent beaucoup. Pourquoi tu kiffes l'immobilier? Qu'est-ce qui t'attire dans l'immobilier? Pour moi, l'immobilier, on appelle ça la pierre. Donc, c'est quelque chose qui est durable dans le temps. Et alors, dans l'immobilier, on a plusieurs volets. Donc, il y a ceux qui veulent générer du cash flow. Genre, après l'investissement, une année ou deux après. Et il y en a qui veulent vraiment sur le long terme, c'est-à-dire après 25 ans, après avoir remboursé leur prêt. Et déjà, ça répond à un besoin. On parlait de démographie tout à l'heure, donc la population est dans la majorité croissante. Et derrière, ça permet aussi de s'assurer une sorte de stabilité au niveau de l'esprit, en ce sens que quand on est salarié, tu vois, c'est une situation confortable. On a bien vu des exemples où les choses basculent. Après, tu me diras, bien sûr, dans tous les cas, pas de moment où tu investis, c'est risqué. Et je te dirais, oui, effectivement, tu as raison, mais vaut mieux ne pas avoir de regrets en se disant, ben j'ai pas fait et finalement ça aurait pu marcher, que de le faire et se dire, bon, j'ai appris quelque chose derrière. Et donc, du coup, j'ai retenu une leçon et je m'adapte pour la prochaine fois. Sachant que la pierre est l'un des domaines les moins risqués en termes d'investissement au global. Oui, je pense. Tout dépend de justement. Je dis que la pierre est l'un des investissements les moins risqués parce que globalement, les biens immobiliers prennent de la valeur avec le temps. Contrairement à ton argent que tu placerais à un taux pas correct ou qui va perdre de la valeur,
si tu compares à l'inflation par exemple, ou si tu vas acheter des actions, tu n'as pas la main dessus. En fait, c'est l'entreprise qui va faire ses performances, c'est ça qui va influencer ton investissement. Alors que la pierre, globalement, ça va prendre de la valeur. Et en plus, allons sur le territoire africain. C'est les territoires qui sont en train de maturer. Et donc, c'est les terrains, les immeubles, ils vont continuer à prendre de la valeur parce qu'il y aura un besoin de loger de plus en plus de personnes, de faire de l'immobilier pour l'industrie, pour la logistique, etc. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire en termes d'immobilier? Tu as parlé de long terme, court terme. Tu veux faire du long terme, du court terme, en Afrique, en Europe, partout. C'est quoi un peu ta vision d'investissement immobilier? C'est une belle remarque que tu fais également. Concernant l'immobilier en Afrique, donc c'est en train de prendre de l'essor et ça se remarque. Tout à l'heure, on parlait du Sénégal qui a un niveau de croissance économique et structurelle beaucoup plus important que le Burkina Faso, par exemple. Et donc, pour moi, c'est vraiment des choses qui vont évoluer au fur et à mesure, plutôt dans le bon sens, pour les investisseurs, en griffe. Comment est-ce que moi je vois ça? Moi, j'ai une mentalité de on avance, on sécurise. On avance, on sécurise. Et j'essaie de faire ça dans vraiment tout ce que j'ai comme activité et tout. Et en ce sens que c'est bien de se lancer directement dans la location ou dans l'achat-revente rapidement, location courte durée ou l'achat-revente. Mais pour moi, c'est être un peu plus exposé au risque. Donc ce que moi j'aurais adopté comme stratégie, c'est d'abord investir déjà en France parce que j'ai l'œil dessus, comparativement au fait que je vais investir en Afrique où ça reste des hommes qui pilotent le projet, donc c'est pas forcément dans la ligne qu'on aurait. Est-ce que tu considères que un terrain c'est de l'immobilier? Pour moi, oui. Alors un terrain, si tu achètes un terrain en Afrique, oui. que tu n'as pas besoin d'avoir l'œil dessus. Pour l'acheter, oui, parce qu'on peut te vendre un terrain qui n'existe pas ou qui appartient à quelqu'un d'autre. Oui, mais ça pendant tes vacances, tu as des moyens de t'assurer que tu achètes un vrai terrain qui existe quelque part, que tu n'achètes pas un crypto terrain. Je suis d'accord, mais quand tu compares au fait de pouvoir aller voir le terrain sur place, parce que un terrain, je sais pas combien ça coûte exactement en Afrique, mais ça peut très vite tourner autour de 10 000 euros ou voire un peu plus même, d'ailleurs. Tout dépend des zones dans lesquelles tu vas acheter. Et quand après, bon, c'est pas forcément une grosse somme, mais à partir du moment où tu investis quand même au-delà d'une certaine somme, tu veux même t'assurer que le produit le genre ou la chandelle, quoi. Donc tu vas pas juste envoyer de l'argent en disant, je veux un terrain, tu vas quand même vouloir te déplacer. Et même si tu dis, partir en vacances, peut-être t'auras un mois de vacances, et ça suffit vraiment largement pour faire les démarches et tout. Moi, je pense qu'il faut commencer par là où on est. Déjà, tu commences par là où tu touches du doigt, là où tu investis. À partir du moment où tu es confortable avec cela maintenant, tu peux penser maintenant à aller investir ailleurs. Donc, tu es en train de me dire, par exemple, toi, tu es à Clermont. Ce serait idiot un peu, tu serais pas pour aller investir à Lyon, par exemple, ou à Paris. Parce que déjà, c'est plus loin de toi. Tu chercherais plutôt dans ta zone un bien, qui, selon tes critères, va te rapporter de l'argent, qui va constituer un bon investissement. Et c'est là où tu vas démarrer. C'est un peu ça que tu dis. Pour moi, c'est un peu ça. Après, faut pas forcément faut pas forcément voir deux points. C'est-à-dire, faut pas forcément voir le fait que je bouge et pour moi, ça devient ailleurs. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est plutôt en fait lié à la capacité, à la facilité à rejoindre l'autre point. Le point où tu achètes en fait le bien. En ce sens que Lyon et Clermont, c'est pas forcément très loin, c'est 2 heures de route. Donc, c'est un truc que tu peux faire un aller-retour le même jour et suivre facilement des démarches administratives. Comparativement à d'autres pays en Afrique où il faut faire 5 heures de vol et tout. Et donc, ça implique beaucoup plus d'organisation derrière. Donc là, ça devient un peu plus compliqué pour moi. D'accord. Très bien. Bon, revenons sur l'histoire à la base. On a déjà commencé à aborder des sujets. Revenons sur un peu ton histoire. Donc, tu es parti du Burkina après ton bac, tu es allé au Sénégal. Et après le Sénégal, donc qu'est-ce que tu as fait au Sénégal?
J'ai fait une prépa maths physique. Ok. Ça, c'est les matheux, hein. Rate les équations. Alors, pourquoi j'ai fait une prépa, c'est tout simplement parce que j'étais pas sûr de mon choix après le bac. Donc, là, je qui se présentait à moi Et qu'est-ce que tu voulais? C'est quoi tes choix, là? alors, j'avais le choix entre la méca, parce que j'aimais bien, j'en ai fait, bon, c'est plutôt de la physique, ou la mécanique du point A au lycée. Ok. Que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais le choix entre l'économie et la finance. Ok. Alors là, c'était un choix un peu tourné vers vers l'argent. Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait du besoin, il y avait de quoi justement intégrer le marché de l'emploi. Et bon, après on s'est dit quand tout le monde a des capacités, quel qu'en soit le domaine, on peut s'en sortir. Bon, je recommande pas ça aux gens, il faut vraiment aller là où on aime. Donc toi, tu recommandes aux gens d'aller où on aime? Ouais, je pense, ouais. Okay. Pourquoi tu recommandes ça? Parce que tu fourniras moins d'efforts en général. Ah bon? Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que moi j'aime la musique, mais j'ai pas de solide base en musique, par exemple. Tu vois, j'ai appris sur le tas moi-même des choses, mais je peux pas me mettre au niveau des meilleurs musiciens. Non. Tu vois, il y a un côté j'aime. Ouais. Tu aimes quelque chose, mais ça veut pas de toi quelqu'un de compétent dans cette chose-là. Je partage, mais le point c'était tu fourniras moins d'efforts, tu vois. En ce sens que quand t'aimes quelque chose, et c'est comme une relation amoureuse, hein. Quand t'aimes une fille, tu fournis moins d'efforts pour l'écrire. Alors que quand il y a ton pote et tout, tu sais qu'il, bon, il t'emmerde, même dans les relations, on s'emmerde un peu. Ouais. Tu as plus de facilité à répondre à la fille que t'aimes que à celle que t'aimes pas. Donc je pense, en fait, du moment où tu mets de l'amour dans ce que tu fais, ou t'aimes ce que tu fais, l'effort est, entre griffes, diminué. Tu fournis moins d'efforts entre griffes. Ok, bon, d'accord. Et donc, revenons sur les parcours, parce que je pense que pour les jeunes qui vont nous suivre, ça peut être intéressant de savoir les possibilités que tu avais et qu'est-ce qui a guidé ton choix. Donc toi, tu parles d'amour. C'était quoi tes critères réels de choix? Comment tu choisis? Oui. Je veux faire ça et je veux plutôt aller là-dessus sur le long terme. Alors c'est dû au fait que de par les petits cours qu'on avait déjà au lycée, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. J'avais beaucoup de facilité à comprendre. Comparativement après, c'est pas forcément correct de se mesurer aux autres, mais en tout cas dans ce cas c'était le cas. Je trouvais que j'avais plus de facilité que mes camarades de classe, et donc mais j'étais pas sûr. Il y avait toujours un doute dans mon esprit en disant en fait c'est quoi la mécanique derrière et tout. Et sachant que je réfléchissais au Burkina Faso, donc j'étais dans un contexte bien précis, un pays en émergence, où on voit des développements, ça dépend de quel mot nous conforte le plus, ouais. Et du coup, on n'a pas d'industrie. On a une industrie peut-être à petite échelle. Et donc, un mécanicien, c'est quoi au Burkina Faso? C'est quelqu'un qui fait de la maintenance. Et je me voyais pas justement faire la maintenance dans les petites sociétés qu'on a là. Du coup, je me projetais un peu plus loin. Donc, je voulais un diplôme d'ingénieur et comment y arriver. Et il allait te servir à quoi ce diplôme, du coup? Donc, tu pensais déjà à partir du pays? C'était quelque chose déjà en choisissant ce chemin, tu savais que tu allais quitter le pays, quoi. Non, j'ai toujours su que j'allais quitter le pays. Okay. Donc, ça, c'était pas un point qui allait me permettre de justement de. C'était pas un point discutable. C'était pas un point discutable, ouais. Voilà, et ton avenir, une partie de ton avenir allait se jouer ailleurs. Ouais, j'avais aucune, enfin, on me le disait pas, mais je le savais, tu vois, intérieurement, donc j'avais la ferme conviction que j'allais quitter le pays. Et donc j'arrive, du coup je me dis bon, on y va sur la méca, avec un doute en se disant est-ce que c'est vraiment le bon choix, parce que limite c'est un choix de carrière. Après on peut parler derrière de changement de les reconversions. Mais pour moi je voyais pas ça plutôt, je voyais plutôt vraiment comme un choix de vie, un choix de carrière. Et donc j'arrive en prépa justement pour me conforter à l'idée de choisir la mécanique, où j'ai 2 ans en fait, je m'accorde 2 ans encore pour réfléchir. Et là encore on fait un peu de mécanique, donc mécanique très proche de la physique. Et là encore tu tapes tout le monde. Je découvre que j'ai beaucoup de facilité. Bon. Et donc je me dis sur un moyen terme, ça peut être une solution. En ce sens que c'est cool le salariat, mais pour moi c'est pas forcément ce à quoi j'aspire. Je note, tu as dit moyen terme. Donc à moyen terme, tu choisis. Voilà. Ça a toujours été le cas.
Et à long terme? À long terme, on verra. Tu as quand même quelques idées sur ton long terme. Ouais, si on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Très bien, très bien. Et ouais, voilà. Ok, donc tu choisis de faire la méca. Donc, choisir ce qu'on aime, toi, ton conseil, ce serait choisir ce qu'on aime faire. C'est ça. Et où on est bon. Donc, idéalement, si les deux coïncident, c'est jackpot. Ça, c'est l'idéal. Mais si t'aimes et que t'es pas bon, Ouais, qu'est-ce que tu fais? je pense que tu peux quand même y aller. Ouais. Et avec la persévérance, normalement, tu aboutiras à tes aspirations. Ok. C'est un bon conseil. La persévérance. Et toi, tu as ce rapport au développement personnel, au truc de mindset. Je vais attaquer ça direct parce que dans ces choix-là, je trouve que tu as quand même une philosophie de vie où tu fais des choix un peu comme ça et tu dis, bon, là, je fais à moyen terme. Sur le long terme, je mets en place des choses pour aller m'ouvrir d'autres options, me donner des possibilités. À cette époque-là déjà, est-ce que toute la dimension développement personnel dont on va parler un peu plus, est-ce que tu avais déjà ce truc-là en toi de dire j'ai un mindset et je le développe, je sais j'ai exactement une idée de mon mindset, je sais où je vais, je sais comment je vais faire les choses. Ou est-ce que tu étais comme tout jeune puceau, voilà, à la merci un peu de la vie et puis bon, on tâtonne un peu, on choisit. À quel moment tu as commencé à travailler ton mindset? À quel moment j'ai commencé? Alors, j'ai pas de date précise, mais je pense beaucoup plus jeune que je suis actuellement. Bon, je pense même début collège. Ah ouais, carrément. Début collège, début lycée, ouais, il me semble. Plutôt collège même, pas lycée, depuis le début de collège, ouais. Et comment tu fais à ce moment-là? Comment je pense de manière pratique? Je pense que c'est venu du fait que j'avais un regard différent de la vie par rapport aux gens de mon âge. Et donc, à partir du moment où j'ai vu que j'étais vraiment en déphasage avec les autres, ben, je me suis dit, on va creuser davantage, quoi. Et voir, en fait, déjà mettre sur papier ce à quoi j'aspire, essayer de trouver un moyen, justement, de me conforter à l'idée je veux target ça, quoi. Donc, déjà au collège, toi, tu écrivais des choses sur ta mentalité, sur les trucs que tu veux obtenir, parce que tu étais complètement différent en termes de réflexion des gens de ton âge. Ouais, c'est des choses qui me faisaient beaucoup réfléchir. Et du coup, par rapport au mode de vie des uns et des autres, tu te dis, mais, tu te sens un peu, tu as mis à l'écart. Ouais. Tu te sens un peu mis à l'écart. Et en fait, tu sais pas, tu te poses des questions, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Parce que il y a beaucoup de monde quand même qui ont le même style de vie. Et toi, c'est quoi ce style de vie là? C'est quoi ce style de vie? C'est un peu le style vivons le jour, tu vois. Ouais. Et ça, voilà, exactement. C'est des gens qui mangent la vie, comme on le dit. Ouais. On sort de l'école, on va au bar. Exactement. Et très, très, très jeune. Et après, je pense que c'est peut-être lié à l'éducation que j'ai reçue aussi de la part de mes parents. Donc, ça fait que j'ai compris un peu que dans la vie, il faut prendre beaucoup de recul. Faut pas être dans la masse. Aussi, dans la masse, faut savoir pourquoi t'es dans la masse. Okay. Et donc, très jeune, j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'ai commencé un peu à lire. Peut-être plus tard, parce que j'étais un grand flemmard avec les livres. Mais bon, finalement, j'ai compris que c'était un moyen d'apprendre. C'est une belle punchline. C'était un moyen d'apprendre. Il faut t'écarter de la masse, ou si tu es dans la masse, savoir pourquoi tu es dans la masse. Exactement, ouais. On va noter ça. Ouais. Et du coup, donc, j'ai commencé à lire et j'ai découvert de nouveaux concepts Enfin, j'ai pas vraiment découvert le concept parce que je connaissais le concept, mais j'avais pas de nom dessus. Donc, j'ai juste mis un nom sur ce que je savais déjà et au fur et à mesure, les choses se sont précisées dans mon esprit, quoi. Ok. Et donc, à quel moment tu arrives en France? Après 2 ans de... Un peu ouais, comme ça, entre les choses que tu aimes, entre les choses que tu fais, comment tu développes ton mindset. Et puis, on revient sur le parcours. J'aime bien cette idée de... Ça me va, ouais. Revenir sur le parcours. Ça me va. Pour maintenir le cap, quoi. Donc, j'arrive en France en 2019, après 2 ans de maths physique. J'arrive en méca, en licence 3, qui s'appelait ingénierie mécanique, parce que le but, c'était justement de pouvoir former des hommes ou des femmes prêts à intégrer le milieu de l'emploi à un bac+3.
Ok, donc toi tu arrives mais à la fac ou en école d'ingénieur? J'arrive à la fac. J'arrive à la fac, très bien. Ok. Puis j'arrive à la fac, je précise parce que j'ai dit tout à l'heure que pour moi c'est avancer, sécuriser. Ok. Ça c'est mon mode de vie. Dès que j'avance, je sécurise. C'est-à-dire, je fais en sorte de pas pouvoir revenir derrière. D'accord. Bon, ça paraît un peu flou, j'ai essayé d'expliquer Yes. pour... Parce que là, oui, parce que je disais que je voulais être ingénieur. Mhm. Donc, en général, ingénieur, ça équivaut à un bac+5, issu d'école d'ingénieur, pour ceux qui sont un peu trop à point sur les mots. Et moi, j'ai fait un master. Pourquoi? Parce qu'avant d'atteindre le master, c'est dans le parcours normal, il faut faire une licence. Une licence, c'est quoi? C'est un diplôme. Okay. Et un diplôme, c'est quoi? Ben, c'est un moyen d'intégrer le monde de l'emploi. Okay. Et pour moi, j'ai tendance à imaginer le pire en général, en se disant, je fais une prépa, j'ai pas de diplôme. J'ai une attestation qui dit que j'ai fait 2 ans de maths, qui vaut quasiment rien. Ok. Si je vais en école d'ingénieur, j'aurai mon premier diplôme après 3 ans, au bout de 3 ans. Qu'est-ce qui peut se passer au bout de 3 ans? J'ai aucune idée de ce qui pourrait arriver. Pour arriver que, au bout de la 4e année, ben, j'ai plus les moyens de financer mes études, mais je retourne au Burkina Faso. Qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis dit, ok, 1 année, c'est mieux que 3 ans. Donc, tu dis, allez, je fais 1 année, j'ai ma licence. J'ai ma licence. Après, on regarde ce qui se passe. Au pire des cas, je peux travailler. Ok. Donc, je sécurise. Après, je me dis, on avance, on sécurise. Okay. Après, il me reste 2 ans. J'ai la licence. Donc, même si je m'arrête au bac+4, je peux travailler toujours. Parce que c'est pas un diplôme, j'ai encore la licence. Ouais. Et finalement, j'ai réussi à faire les 5 ans. Donc, j'ai eu un diplôme de master. C'est un peu l'équivalent du diplôme d'ingénieur pour ceux qui veulent. Et donc, voilà, c'est comme ça. Mais moi, j'ai une question alors. Vas-y, si, ouais. Au bout de ta licence, tu aurais pu repartir en école d'ingénieur? Si. Puisque là, des 2 ans, de toute façon, tu les fais. Dans les 2 cas. Pourquoi t'es pas reparti en école d'ingénieur? Ça revient au fait que j'aime bien faire ce que j'aime. J'aime bien faire ce que j'aime. Je répète un peu. Ouais. En ce sens que j'avais lu un peu ce qui était proposé en école d'ingénieur. Et pour moi, le time is money. Le temps, c'est de l'argent. Quand tu as une licence que tu retiens en école d'ingénieur, en général, tu reprends un peu la 3e année. Et j'avais pas, c'est pas une perte de temps, mais j'avais pas envie de mettre plus de temps dans dans ce parcours-là et tout, que je considère comme étant du moyen terme. Et donc, je me dis, bon, on peut continuer. Et en plus, en école d'ingénieur, ils font pas mal de choses. J'ai l'impression qu'ils sont Dis attention, moi j'ai fait une école de... je veux pas te vexer. Mais j'ai l'impression qu'ils connaissent beaucoup de choses, mais ils sont bons nulle part. C'est un peu l'image que j'ai des gens ils touchent à pas mal de choses, mais ils n'approfondissent pas, en fait, leurs connaissances. C'est peut-être pas vrai. Je vais te répondre. Vas-y, ouais. Parce que là, quand même, j'ai fait une école d'ingénieur, il faut que je défende mon steak. Vas-y, ouais. Alors, ça dépend. En fait, les écoles d'ingénieurs, elles sont un peu spécialisées dans des trucs. Chaque école d'ingénieur va avoir un truc dans lequel il est hyper bon. Oui. Le système en France, moi, j'ai commencé mon école d'ingénieur au Togo. Donc, j'ai fait 3 ans avant d'arriver ici. Donc, j'étais bon, on arrive, nous, on fait beaucoup de théorie, donc on est bon en théorie. Ouais. On est bon sur le papier. Toujours. Et quand on arrive, là, on voit la pratique. Et on voit qu'il y a un décalage parce qu'on n'a pas suffisamment fait de pratique. Donc, on n'a pas les bases pour bien faire les TP. Donc là, on doit travailler un peu plus pour récupérer. Mais côté théorie, on est bon. Maths, physique, tout ça, on est calé. Donc, par exemple, mon école d'ingénieur au Togo, les gens qui sortent de là, les problèmes théoriques, ils sont très bons. Ils sont très bons dans ces trucs-là. En méca, tu leur donnes des tenseurs, des choses, ils vont te résoudre les problèmes. Maintenant, quand on arrive, moi j'étais arrivé à l'ENIM à Metz. Donc quand tu arrives à Metz, en fait tu vas avoir une école où c'est très orienté industrie. Okay. Donc ils sont très bons dans tout ce qui est autour de l'industrie, de l'organisation industrielle. Donc l'amélioration continue, des sujets comme ça. Ils sont très bons dedans, ils ont beaucoup de liens avec les industriels. Ça c'est mon parcours. Après, j'ai fait INSA aussi dans un autre contexte, mais eux aussi, ils sont encore dans une autre catégorie, ils sont encore très bons de manière plus globale, et ils sont plus axés sur l'international, sur le lien avec les autres écoles dans le monde, et aussi sur les dimensions hyper techniques, des choses innovantes. Voilà, c'est des approches différentes aussi. Donc en fait, comme ça
dans les différentes écoles d'ingénieurs, tu vas avoir des spécialités. Après, de l'extérieur, quand toi tu le vois, tu dis quoi? Ouais, il faut un peu tout, c'est vrai, on fait un peu tout quand même pour avoir des bases, mais chaque école va avoir quand même une spécialité. Okay. Et là, pour le ressentir, il faut que tu te sois documenté sur la philosophie, l'historique un peu de l'école. Ça marche, ouais, ok. Bon, on va parler un peu de tes hobbies. On va parler un peu des trucs que tu aimes en dehors du travail, du professionnel. Yes. Je sais que tu as une passion pour les avions. Ouais, une grande passion, ouais. C'est quoi ce truc les avions? Mais c'est facile. Alors, ça a commencé avec un documentaire sur les avions Air Crash, qui passait sur National Geographic Channel. Donc, je donne le nom de la chaîne. Je fais pas de pub. Hein. Et en fait, c'est fou parce que ça montre des crashs d'avions. Et derrière moi, ça suscite en moi le désir de devenir pilote. Donc, bien sûr, les parents sont pas forcément d'accord en disant non, tu vois tout ce qui se passe et tout. Je dis, dans tous les cas, on va mourir un jour, hein. Faut bien mourir de quelque chose. Faut bien mourir de quelque chose. Et donc, j'ai développé cette passion pour les avions. On essayait de me dissuader en me disant, faut être très bon en maths et tout. Alors moi, j'étais moyen en maths, jusqu'en seconde, où vraiment j'ai découvert que j'aimais beaucoup ce truc-là. Les maths. L'aviation, le pilotage, okay, ouais. D'accord. Et donc, je me suis dit, faut être bon en maths, je serai bon en maths. Okay. Donc moi, j'ai commencé à travailler les maths. J'ai commencé à d'abord aimer les maths, et ensuite à travailler les maths. Donc je place toujours... sur ton truc de aimer, et ça demande moins de temps. Exactement, ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où je me suis dit, Thierry, les maths c'est cool. Ouais. Les maths c'est bien. Tu parles un langage que beaucoup ne comprennent pas, parce que les maths c'est une autre façon de parler. Ouais. Mais c'est cool. Et en fait, ça c'est intéressant ce que tu dis. Récemment, je lisais un truc là, sur la perception. Et quand tu parles, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est dire que si tu changes ta perception de la réalité, exactement, tu vas pouvoir faire les choses. Exactement. Est-ce que c'est un truc côté développement personnel? Comment toi tu fais pour changer ta perception de les maths, je suis moyenasse, et puis les maths c'est cool en fait, c'est super cool, c'est une langue que je parle. Comment tu arrives à switcher ce truc dans ton cerveau? Comment tu arrives à reprogrammer ton cerveau pour arriver à ça sur le là, il faudrait ouvrir mon cerveau pour voir comment ça se passe. Mais en fait, ça reste le target final. C'est ok, tu as un point cible que tu vises. Et tu te dis, mon mindset là, il peut m'amener là-bas. Il faut que je le change. Donc c'est un peu comme ça t'oblige à te dire, il faut que je le change. D'un pas de moment où tu captes cette onde-là en disant, si je veux atteindre ça, ben je dois penser comme ça. Ben tout d'un coup, tu t'obliges à penser de la sorte. C'est-à-dire moi, bon, ça prend un peu de temps. Bon, c'est tout un peu plus vite. C'est-à-dire, après de moi, je vais appeler ça des zones négatives. Tu ressens des zones négatives, tu te dis, ah non, ça c'est négatif. Et ça va m'éloigner de mon objectif. Du coup, tu bascules sur le positif derrière. Donc c'est un peu cette histoire de point bascule. Donc la première étape, c'est définir son objectif. Définir l'objectif. À partir du moment où tu l'as pas défini, ben tu peux pas savoir ce qui te rapproche de cet objectif. Exactement, ouais. Donc c'est ça. Donc on définit l'objectif et ensuite on se pose toujours la question de est-ce que ce que je suis en train de faire là va me rapprocher de mon objectif? Est-ce que cette manière de penser va me rapprocher de... C'est ça, exactement. Ouais. Très bien. Et donc, oui, l'aviation, on continue sur... Et donc, du coup, j'ai commencé à déjà aimer les maths et à travailler les maths. Et je disais que quand tu aimes quelque chose, tu fournis moins d'efforts. Je pense que j'ai beaucoup... Parmi les matières qui étaient présentées, je faisais vraiment beaucoup plus de maths et je me rendais pas compte. J'ai fait une série, j'ai fait un bac, une seconde C. Et après, je suis allé en D parce que mon établissement proposait que la D, donc la D, ça correspond un peu à série scientifique S2, à peu près. Donc, maths, physique, sciences de la vie de la Terre. Parce qu'il y en avait que ça comme option. Puis je voulais pas changer d'établissement. On me laissait pas changer d'établissement, c'est surtout ça. Et par contre, je traitais des problèmes de la C. Donc, en première, je faisais pas le programme de la D, mais je faisais le programme de la C. Et en terminale, pareil. Donc, juste parce que je me suis dit, pour être pilote, faut être bon en maths. Ouais. Donc, j'ai aimé les maths et ça m'a conduit justement à m'intéresser à des problèmes beaucoup plus complexes. Okay. Et j'imaginais pas faire une prépa maths parce que au début, je fuyais les maths.
Avec tout cet amour que j'ai pu créer autour des mathématiques, ben, je suis allé faire des mathématiques en prépa 2 années. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas devenu pilote alors dans l'histoire? Ben, plusieurs facteurs, parce que c'est tombé avec la période Covid, comme je dis toujours, on sécurise. Ouais. Donc, ok, je fais un truc de pilote, sachant que les entreprises, notamment Airbus et Safran, ont commencé à licencier beaucoup d'employés, beaucoup de pilotes. Ils avaient arrêté la production de plusieurs avions. Ouais, donc je me suis dit, la Covid s'arrête quand? Ben, je sais pas. Donc tu as suivi le marché, tu as dit, là, c'est pas porteur. En tout cas, dans le contexte, c'était pas porteur. Et après, même si je me suis dit, bon, au pire des cas, si t'es pas pilote de ligne, c'est-à-dire, si t'es pas employé au nom d'une compagnie, ben, tu peux quand même faire ça en hobby, quoi. Oui. Donc, dans tous les cas, va où t'aimes toujours, et puis, c'est quand même un hobby de riche. J'avoue. Et là, donc, toi, tu veux devenir riche. Enfin, je sais que tu vas devenir riche. Ben, c'est pour ça que je t'accueille. Comme ça, je pourrais dire derrière, moi, j'ai accueilli Thierry, richissime Thierry. Et comment tu vas devenir riche? Comment je vais devenir riche? Ouais. C'est une grosse question, ça. Comment je vais devenir, ça demande d'avoir le chemin tracé. J'ai plutôt la cible et après je m'adapte aux conditions qui se présentent à moi, tout en gardant toujours la cible en vue. Je vais reformuler ou peut-être une autre question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, d'accord. Qui va te permettre de devenir riche? Ah, ok. Ça a un autre sens du coup. Ouais. Excuse-moi, la question est plus complexe. La première était beaucoup plus complexe. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, j'apprends. Pour moi, le meilleur investissement, c'est l'investissement qu'on fait sur soi. Donc, j'apprends, je me forme, je lis. Je sais que tu es un grand lecteur aussi. Je sais. Donc, je lis et je lis des choses qui pourront justement me conforter à l'idée de me dire que tout est possible. Que ce soit, après la richesse, c'est pas forcément l'argent, c'est tout ce qui va autour, c'est le bien-être des gens qui t'entourent, c'est la liberté, c'est la liberté monétaire et la liberté de mouvement. C'est pouvoir aider les autres aussi à avancer. Pour moi, c'est tout ça la richesse, en fait. Et comment, si tu avais, je vais poser la question comme ça, si tu avais 1 million, ou non plutôt, parce qu'1 million c'est un chiffre, mais si tu étais riche aujourd'hui, à l'instant T, comment tu utiliserais ton argent de manière très pratique et cette liberté-là, de manière très pratique, comment tu le ferais? Oui, dans le sens, j'ai déjà investi, j'ai des retours sur investissement, et je ressens plus le besoin d'investir. Mais je pense que j'ai peut-être commencé à construire des écoles. Parce que, c'est peut-être une chance qu'on a eu d'expatrier dans d'autres pays, de découvrir de nouvelles cultures, de se rendre compte en fait des choses qui freinent le développement, par exemple, de nos pays respectifs. Et l'éducation, c'est un peu le mal de tout ça. Pour moi, c'est vraiment la chose à rectifier si on veut avancer. Et tu as parlé tout à l'heure au Togo, c'est très théorique. Et là, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on fait de la théorie, finalement? Moi, j'ai cette théorie-là. C'est que on fabrique trop d'ingénieurs pour rien, quoi. C'est vraiment cette, en Afrique, on a beaucoup d'ingénieurs, en Afrique noire. Je sais pas trop le Maghreb. Je sais qu'ils ont aussi beaucoup d'ingénieurs, mais ils ont un lien différent. Ils ont déjà des industries. Par exemple, au Maroc, il y a des industries, de grandes industries qui vont là-bas s'installer. Donc, c'est peut-être le rapport est peut-être plus différent. Mais aujourd'hui, en Afrique noire, on a beaucoup d'ingénieurs qui sont dans la diaspora. Il y en a plein qui sont sur le territoire aussi, mais qui n'ont pas, qui ne répondent pas à un besoin d'ingénieurs sur le continent, en fait. On répond à un besoin de techniciens. C'est justement, je remets ça dans la masse. Pour moi, c'est vraiment une idéologie de masse. Mon père veut que je fasse ingénieur.
ou docteur. Je vais être ingénieur ou docteur. Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, c'était après mon baccalauréat, tu te demandes qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Génie électrique. Ah, c'est cool. Et pourquoi? Bah, tout le monde fait génie électrique. Quelle réponse? Oui. Et là, tu te dis, il y a un problème quelque part. Parce qu'il va pas s'arrêter au bac+3. Il va vouloir faire un bac+5. Être ingénieur génie électrique. Pour faire quoi? Parce que tout le monde fait génie électrique. Exactement. Mais ça aussi, c'est vrai que nous-mêmes, on a notre responsabilité. On fait des choses qu'on ne doit pas faire. Mais il y a aussi ce manque d'informations, en fait. Moi, je sais pas, mais quand j'étais en terminale, oui. Je n'avais pas du tout reçu d'infos. Je savais pas du tout déjà les options que je pouvais avoir, les choses que je pouvais faire ou ne pas faire, où est-ce que ça allait m'emmener, tu vois. Peut-être que oui, j'étais paresseux, je ne suis pas allé chercher l'information. Il y a ce côté où c'est vrai aussi qu'on ne nous responsabilise pas suffisamment, je trouve. Quand je suis arrivé en France, j'ai été heurté par la façon dont les étudiants sont responsabilisés. En fait, c'est ta vie, donc tu fais ce que tu veux. Voilà. Et on n'est pas suffisamment responsabilisé. C'est vrai, mais on n'a pas aussi les informations. On sait pas où, si on fait tel parcours, ça va nous amener ici, là. Ouais, pour moi, je remets tout ça dans l'éducation, c'est-à-dire qu'on nous apprend des choses et on sait vraiment pas à quoi ça sert. D'après du moment où tu sais pas à quoi ça sert, ben, tu sais pas où tu vas, quoi. Et pour moi, c'est vraiment remettre les choses vraiment à zéro et leur dire, ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Les mathématiques, on a beau dire, sincèrement, au Burkina, quand tu dis tu vas aller faire mathématiques, on dit tu es prof de lycée. Ils gagnent bien ces gens-là. Ils gagnent de l'argent. Non, je ne dénigre pas le métier. Mais je dénigre le fait que la mathématique soit juste focus sur un type de métier, un type de métier. Donc les gens sont très limités, qui prennent cette limitation-là pour vérité absolue. Ils se disent, ce que je sais, c'est ce que je sais, et c'est ce qui est vrai. Et c'est pas le cas. Les mathématiques, c'est vraiment un monde à part, entre griffes, quoi. Les possibilités après d'étudier en mathématiques sont nombreuses. Mais quand on te dit, ouais, non, fais pas les maths, tu vas finir professeur de lycée, professeur de collège ou à l'université. Ça, même si tu arrives à l'université, parce que le système est fait de sorte que les anciens soient toujours là et les nouveaux n'arrivent pas à monter. C'est le système. Mais donnons quelques exemples de choses que tu peux faire. On est en fait maths. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, tout ce qui est informatique, il y a une grosse demande de mathématiciens, même pour l'IA, là. Les gens qui font les algos d'IA derrière, c'est des gens qui sont en maths. C'est des gens qui ont fait en général des mathématiques, La finance. C'est des mathématiciens. Aujourd'hui, tu veux faire des modèles en finance, maths. Il faut des mathématiciens. Les statistiques. Encore des maths. Aujourd'hui, avec toutes les données qu'on arrive à rassembler, donc statistiques, analyse de données, tout ça, c'est des matheux. Je sais pas, des ingénieurs, il faut faire un peu. Il faut faire, les maths sont vraiment partout, quoi. Et, non, c'est juste pour revenir au fait que, l'éducation, c'est important. C'est même très important. Et l'éducation, c'est pas forcément le scolaire. C'est parce que pour moi, les professeurs doivent pas juste vous enseigner des matières. C'est vous enseigner aussi une façon de penser. C'est que, au lycée, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai préféré faire maths. C'est parce que on demande de bosser par cœur. Donc les leçons, on nous apprend à parcœuriser. Et je vois pas forcément l'intérêt parce qu'on ne développe pas derrière une certaine logique de raisonnement. Comparativement au maths ou à la philo où on te pose 4 heures, on demande qu'est-ce que tu en penses. Voilà. C'est ta façon de voir les choses. Et c'est dommage parce qu'on te demande ce que tu en penses et puis on te dit oh sujet. Ça c'est notre problème. Mais ouais, c'est un peu cette façon de voir les choses. On nous apprend des pays comme la Chine, les États-Unis, on apprend moins le Burkina Faso en terminale que les autres pays, quoi. Après, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc l'éducation capitale, c'est reformuler complètement les notions de base et puis se dire qu'est-ce qu'on vise. Est-ce qu'on vise un développement? Si oui, on vise un développement, qu'est-ce qu'on doit enseigner aux gens pour que même s'ils s'en vont, ils puissent revenir. Le civisme. Oui, le civisme. Et dans beaucoup de pays, on a commencé à enlever les matières de civisme au primaire. Bon, on sait pas où ça va nous emmener tout ça, mais il y a quand même un truc positif. Si on veut être un peu plus positif et justifier pourquoi on est là pour parler dans l'oreille des gens. C'est aussi qu'aujourd'hui, avec Internet, tu as beaucoup d'informations. Et si tu as un objectif, tu peux trouver les informations qui te permettent d'atteindre cet objectif-là. Et c'est vraiment quelque chose
qu'il faut pas négliger, quoi. C'est vraiment une option, qui est une possibilité qui est immense, qui est incroyable, en fait. On a quelque chose d'incroyable sous la main. Oh, ouais. Et justement, il faut avoir l'information qu'on a quelque chose d'incroyable. Parce que la plupart des jeunes, qu'est-ce qu'ils vont regarder sur Internet? Je vais pas le dire. Non, mais il n'y a pas forcément des choses constructives. Oui. C'est plutôt des choses qui vont prendre beaucoup de temps, qui vont probablement les détruire émotionnellement, enfin, sans rentrer dans les détails des exemples, émotionnellement et de façon psychologique. Mais oui, il y a vraiment une ouverture à la connaissance, en tout cas de nos jours. À mon époque, c'était pas le cas, non, je rigole. Mais on avait moins accès à Internet, c'était beaucoup plus cher que maintenant où 2-3 clics t'as l'information, quoi. Il fallait aller à un cybercafé, il fallait payer, il fallait que l'ordinateur soit disponible, etc., etc. Donc, ouais. Ouais. Il faut qu'on en profite. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on est là. Les jeunes, qui que vous soyez, si vous nous écoutez, quelque chose que vous voulez faire, on a les infos sur Internet. Vous pouvez faire des choses incroyables. Il faut pas hésiter. Et il faut, voilà, un truc que je voulais dire aussi par rapport au développement personnel. Il faut faire attention aux informations qu'on prend, qu'on regarde, aux choses qu'on regarde, aux choses qu'on écoute. Parce que c'est ça qui va nous faire aussi, tu vois. Si tu écoutes de la merde, à un moment donné, il y a moyen que tu finisses par sortir de la merde aussi. C'est correct. Si tu manges bien, tu vas être en bonne santé. Donc si tu manges des conneries sur Internet, bah ton cerveau va être en mauvaise santé, quoi. Donc il faut essayer il faut avoir cette conscience que ce qu'on fait, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde nous influence énormément, influence notre mindset, influence notre manière de voir le monde. Et pas prendre n'importe quoi et faire l'effort de pas écouter, de pas regarder n'importe quoi. Regarder des trucs qui nous emmènent vers notre cible. Ouais, je suis d'accord, je partage cet avis. Il faut filtrer l'information. Et un truc justement qui me fait peur, c'est l'intelligence artificielle. Ça me fait pas peur pour moi, parce que je pense que ça va être prétentieux. Bon. Si, tu peux l'être. Tu as le droit d'être prétentieux. Je préfère ne pas parler de moi, mais je veux dire... Mais tu peux pas te faire avoir par des messages un peu... non, c'est plutôt du sens que on a une IA avec ChatGPT, ouais, qui nous offre la possibilité de ne plus rien faire, d'être paresseux. Moi, j'ai vu des jeunes, je suis aussi jeune, mais j'ai vu des jeunes rédiger leur stage, leur mémoire de stage avec l'outil ChatGPT. C'est-à-dire, il réfléchit pas, il rentre 2-3 mots-clés, le gars, il sort un texte de 20 pages, fait copier-coller, il modifie un peu, et puis c'est bon, quoi. Tout ça dommage, parce que, certes, c'est bien, parce que ça permet d'aller vite, après 2 mots, tu as un certain fondamental. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser en ayant conscience que je suis nul, et que j'ai besoin d'apprendre derrière, ou tout simplement, je suis bon, et pour aller plus vite, ben, j'utilise cet outil-là. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être faire attention à cet outil-là qui rend la vie plus facile, mais aussi plus débile, qui rend les gens plus débiles. Oh, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser l'outil, il faut que tu penses à est-ce que le travail que je vais lui demander de faire va m'aider à grandir. Si ça doit t'aider à grandir, tu le fais toi-même parce que c'est un travail qui va t'aider à progresser. Je suis d'accord, ouais. Si ça t'aide pas à progresser, bon, tu lui demandes de le faire, quoi. C'est un truc qui... Ouais. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est très juste. Donc on a vu un autre hobby, un truc super intéressant que tu fais, que tu aimes, c'est les sports de combat. C'est quoi ce rapport au sport de combat? Je sais que tu as fait du karaté, que tu as fait... Ouais, bon, je vous dis plutôt art martial. Arts martiaux, voilà. Moi je m'y connais pas du tout. Hein. Ok. Alors j'ai commencé le karaté, je sais plus en quelle classe, hein, peut-être en CP2 ou CEP, donc ça remonte en 2005-2006. À peu près, et du coup on m'a dit c'est plutôt mon père qui a voulu que je fasse et tout, parce que je suis pas très grand, donc faut savoir se défendre quand on n'était pas très grand. C'était l'un des arguments et tout. Et après c'est bien parce que ça forme la discipline. Donc on t'apprend à discipliner, à être un peu soumis à l'autorité, qui est pas forcément bien dans certains cas. Mais au moins, on t'apprend la discipline, on t'apprend la loyauté. On t'apprend à servir. On t'apprend à recevoir aussi les coups.
et coûte la vie. Là, actuellement, je fais du jiu-jitsu brésilien. Donc, c'est un peu le jeu d'échecs des sports de combat. Donc, ça travaille une certaine logique, ça demande une certaine humilité aussi. Et ça nous apprend l'anticipation. Donc, anticipation en ce sens que, vu qu'on construit un jeu pendant le combat, quand tu construis un jeu, tu tends des pièges. Donc, il va falloir, justement, avoir un raisonnement qui te dit, un raisonnement un peu en branche d'arbre. Un arbre de décision. Un arbre de décision, ouais, merci, c'est le mot que je cherchais. Donc, un arbre de décision, en ce sens que tu as un peu le schéma global, et tu offres maintenant les possibilités à l'adversaire. Il choisit A ou B, ben, tu agis de telle sorte ou de telle sorte. Donc ça, c'est quand même bien. Ça t'apprend de l'humilité parce que c'est un sport où on soumet beaucoup les gens. Donc... je tape à la soumission, l'incapacité à réagir, tu vois, face à l'adversaire. Donc, il te met dans une position qui t'oblige à te dire, j'ai perdu, quoi. Ouais. Et sinon, c'est toi qui prends cher. Okay. Donc, ça t'apprend l'humilité et le respect de l'adversaire. Parce que c'est pas forcément une question de gabarit, c'est une question de technicité. Donc, quand on te soumet, ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. Ça blesse vraiment l'ego. Surtout quand c'est un plus jeune que toi qui te soumet. Ah, quelle expérience à vous partager. Et ça choque vraiment les esprits. Ouais. Il te soumet, tu tapes parce qu'il faut taper pour lui dire c'est bon, j'ai perdu. Il se réveille, il se relève avec un sourire en te regardant, mais ça blesse l'ego. Ça tu te dis, lui, je l'aurais peut-être frappé dehors, tu vois, mais dans ce contexte, ça marcherait pas. Donc, ça t'apprend beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, ça t'apprend aussi l'esprit d'équipe, parce qu'en ce sens que le combat, c'est à deux. Et vu qu'on fait des entraînements, l'objectif, c'est pas de le blesser, c'est quand même de prendre soin également de lui pendant ce combat-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien, je trouve. Je recommande, en tout cas. Tu recommandes pour les jeunes qui veulent avoir leur ego un peu blessé. Ouais, ouais, ok, donc mais c'est bien, les sports de combat, les arts martiaux. Ouais, les arts martiaux. C'est des trucs qui sont super conseillés aussi. Les gens qui ont un peu moins confiance en eux aussi, faire ça peut te faire réaliser aussi que peut-être tu as des forces, voilà, mais après, voilà, ça t'aide un peu à avoir un peu plus confiance en toi. Tu sais que dans la rue, bon, si on t'attaque, ouais. Tu peux faire face. En plus de ça, psychologiquement, je pense que ça te rend fort aussi. De pouvoir accepter que t'as perdu, je pense que c'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir faire ça. Accepter que t'as perdu, on revient pas dessus, quoi. C'est j'ai perdu, on passe à autre chose. Plutôt que j'ai perdu, on est un peu rancunier. Non. Dans les sports de combat, ça marche pas beaucoup la rancune. C'est plutôt tu prends cher. Faut de la rage, mais pas de la rancune. C'est beau ce que tu dis. Tu parles bien. Hein? Bah, merci. Bon, on va presque finir. J'ai une dernière question. Oui. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Quelle vie tu mènes? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Parce que dans 10 ans, moi, je reviendrai te voir. Ouais. J'ai fait ma liste là. Tu te rappelles, tu avais dit ça. Donc, je t'attends au tournant. Mon espoir, mon espérance, c'est que tous les jeunes qui vont passer sur ce podcast puissent inspirer d'autres jeunes Africains. Ouais. Mais aussi, parce qu'ils sont jeunes, ils sont pas encore à leur destination. Donc, ils vont évoluer, ils vont progresser encore. Et j'espère que dans quelques années, je vais les retrouver là où ils voulaient être. Et riches, voilà, en tout cas, ayant atteint leurs objectifs. Que ce soit en termes de richesse matérielle ou de progression dans d'autres domaines, quoi. Donc, je pose cette question et je veux vraiment une réponse sincère. Comment est-ce que tu vois ta vie dans 10 ans? Voilà. Dans 10 ans? Alors, c'est l'avenir qui nous dira. Mais juste pour, dans 10 ans, je pense que j'aurai quitté le moyen terme. Donc, je reviendrai dans ce podcast-là pour vous dire ce que je... Donc, dans 10 ans, normalement, on sera maintenant dans le long terme. Et on aura quitté le moyen terme. Tu n'as pas envie de partager sur ce sujet? Non, du tout. Ok, donc on va bientôt finir ce podcast.
Merci Thierry d'avoir accepté cette invitation à discuter un petit peu. Juste pour le mot de la fin, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes frères qui sont sur un chemin, qui veulent suivre une voie? Quels sont un ou deux conseils que tu pourrais leur donner pour rester focus? Et je te laisse le mot de la fin là-dessus. Ok. Pour moi, c'est déjà avoir un objectif, de préférence l'écrire sur papier et l'afficher pour qu'il soit visible chaque matin et chaque soir avant de dormir. Donc dans un premier temps, faut l'avoir tout le temps permanemment en tête. Pour moi, l'environnement joue beaucoup aussi. C'est est-ce que les gens avec qui je passe le plus de temps me poussent vers l'avant ou plutôt me freinent vers mon objectif. Donc si c'est le cas, ben revoir. C'est peut-être passer moins de temps avec ces personnes-là parce que ça reste comme des amitiés. Leur faire comprendre que je vise quelque chose, donc j'ai besoin de temps pour ça ou etc. Donc l'environnement, c'est aussi vous documenter. Donc c'est lier des choses qui sont en accordéon avec votre objectif. Ensuite, c'est ne pas trop compter sur les gens. C'est être indépendant en termes de décision. Faut pas que d'autres décident pour nous. On peut prendre des conseils, on peut écouter, mais il faut que votre dernier choix soit assez objectif envers vous-même et que ça vous permettra justement d'assumer pleinement les conséquences de vos choix. Et ça vous fera en sorte de façonner davantage le chemin que vous empruntez justement pour l'objectif en vous responsabilisant. Donc pour moi c'est vraiment être autonome parce qu'il faut le dire, les gens s'en foutent à part peut-être la famille proche de votre vie, vos problèmes, hein. C'est tu rencontres quelqu'un, tu dis tes problèmes, il est triste avec toi, ou il fait semblant d'être triste avec toi, après il s'en bat les couilles, hein, excusez-moi pour le gros mot. il s'implique pas davantage dans votre problème, c'est votre problème, quoi. Il a ses problèmes aussi, il a ses problèmes à résoudre, donc vous assumez pleinement, vous essayez d'être autonome en fait dans vos prises de décision. Et puis le meilleur reste à venir toujours. Très bien, merci Thierry pour ces jolis mots. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous sur ce podcast. Au plaisir de te revoir pour parler du long terme. Merci Rodrigue. Et comme je dis tout le temps, c'est Dieu qui est fort. On reste focus, on est ensemble.